combien de temps que vous habitez là? 3 ans. Et avant, vous habitiez où? Dans le 7e, enfin à Suffren, avenue de Suffren. Et ça nous a changé parce que quitter le 7e pour venir dans le 18e et surtout à la Goutte d'Or, ça nous a changé complètement. La Goutte d'Or, vous connaissez, non? Vous en avez entendu parler, sûrement. Moi aussi, vaguement. C'est pour cela que j'ai choisi ce quartier de Paris. Parce que justement, je ne le connaissais pas. Essayer de comprendre, de connaître me paraissait mieux qu'un constat préparé. Ou qu'une analyse définitive. Avec l'aide de Max, mon assistant, nous avons essayé de percer les mystères de la Goutte d'Or. Je dis bien mystère. Car devant une caméra, personne n'est vraiment authentique. Ça fait il y a 10 ans que j'habite la Goutte d'Or. C'est un beau quartier, j'aime bien ça. Après, ils te disent la Barbès, c'est dégueulasse, il n'y a que des ratons, il y a des bougnoules. Il y a bien des Français qui y habitent. Il y a toutes les générations. Tous se méfient, et chacun dit seulement les mots qui le défendent. Qu'y a-t-il de caché là-dessous? Très peu de Français ont voulu me répondre. Des autres aussi, d'ailleurs. Le silence. Les gens refusaient d'être filmés. Je me suis senti voyeur. C'est pourtant très cousin de mon métier de cinéaste. Mais devant toutes ces portes fermées, j'ai voulu un moment baisser les bras et ne pas faire le film. Mais j'avais déjà fait un pacte avec moi-même et juré d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il en soit, dans ce quartier cosmopolite et multiracial. On nous a dit dans le quartier que la télévision, le cinéma, les journaux et tout ça exagéraient sur la Goutte d'Or. Alors dites-nous pourquoi et comment. C'est pas qu'ils exagèrent, c'est qu'ils donnent une image du quartier suffisamment dégueulasse pour que leur projet immobilier de destruction soit légitime, soit justifié. Or, ce projet de destruction du quartier n'a aucune raison d'être, aucune. Aucune raison technique, parce que les maisons ici peuvent être réparées, nous en avons les preuves. Aucune raison sociale, parce qu'il existe ici des habitants qui ont prouvé dans un livre d'or, il y en a plus de 100 qui ont écrit chacun leur vie ici et qu'il n'y a aucune raison pour démolir ce quartier, sauf des raisons immobilières. Et ça, la mairie de Paris et l'État sont entièrement d'accord pour le faire. Et c'est pour ça qu'on donne cette image dégueulasse du quartier, comme quoi on ne peut pas y habiter, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on y laisse une pègre qui pourrit le quartier et qui est tolérée par la police et par les pouvoirs. Je le dis et j'assume ce que je dis, parce que je sais que c'est grave. C'est le samedi et le dimanche qu'il y a le plus de monde. Algériens, Tunisiens, Marocains, arrivés de toutes parts, de toutes provinces, parfois de très loin pour acheter, parler du pays, de la famille, des amis. Ça réchauffe. Et c'est pourquoi la plupart des gens que l'on voit dans la rue de la Goutte d'Or sont des gens qui ne font que passer. Seulement passer. Le reste. On voit passer depuis des mois des journalistes, des hommes de pouvoir, des enquêteurs qui vont dans les cours, qui vont regarder. Et tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, tout contribue à nous démolir, à détruire nos vies, à détruire notre vie de quartier, à détruire un des derniers vieux quartiers de Paris. N'importe où ailleurs dans Paris, on retaperait les maisons, mais ici, on ne les retape pas. Pourquoi? Parce que ce sont des pauvres gens qui y habitent, et donc il faut les raser pour faire un autre standing, un autre quartier. Il y a une spéculation, là. Il y a une spéculation pas immédiate, parce qu'en plus, on l'a fait passer sous le couvert du social, ici, n'est-ce pas? Parce que c'est du HLM qu'on va construire. Mais en fait, ce périmètre est très limité, et au-delà, on va pouvoir restaurer, là, du Louis-Philippe à 10 000 balles le mètre carré. Et ici, on aura fait des barres de béton. Et on aura démoli tout un ensemble architectural remarquable. Ici, j'ai un texte qui a été signé par des universitaires, par M. Huette, Bernard Huette, professeur d'architecture. Dans tout cela, où et comment connaître la vérité? Les Français de la Goutte d'Or aiment ce quartier, ils le disent, ils le crient. Mais dans les rues, j'ai très peu vu de Français. Très peu pendant les jours et les jours, puis les nuits et les nuits où je m'y suis promené. Alors pourquoi? Pourquoi dire aimer son quartier et ne pas s'y promener? Cela m'a choqué un peu. Et c'est la première fois que je n'ai pas compris. Et ce n'était pas la dernière. Ici, on n'a pas besoin de protéger le patrimoine parce qu'il faut foutre dehors les habitants. Voilà le point. Est-ce que vous savez ce que les gens de l'extérieur pensent de la Goutte d'Or? Oui, il y en a qui sont pour et d'autres contre. Enfin, je sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas trop de contact avec les gens de l'extérieur. Il y a beaucoup d'immigrés ici, mais les immigrés et les Français vivent très bien ensemble ici, les habitants. Et il y a des preuves de ça dans le livre d'or que vous avez, monsieur, en main.
désirons continuer à y vivre, car nous sommes beaucoup mieux ici, ensemble, que dispersés au fond de banlieues anonymes. Nous sommes d'origines très diverses, vieux parisiens ayant toujours habité ici, maghrébins installés parfois depuis plus de 30 ans, antillais, yougoslaves, africains, jeunes français arrivés ces dernières années, mais nous nous sentons habitants de la Goutte d'Or et parisiens. Vous connaissez les Français qui habitent dans ce quartier? Bien sûr que je connais pas mal de Français qui habitent dans le quartier. Pas mal qui habitent dans le quartier à Barbès. Et les gens s'entendent bien? Ils s'entendent bien. C'est le mélange de nos cultures qui donne à notre quartier son originalité et sa richesse, qui en fait un lieu vivant dans la tradition du Paris populaire. Aujourd'hui, les pouvoirs publics veulent détruire la moitié de nos immeubles et chasser une grande partie d'entre nous. En principe, on va être relogé, ce qu'on nous a dit la mairie, mais on attend toujours. La plupart des immeubles qu'on projette de détruire peuvent être réhabilités. Si les normes qu'on veut appliquer aujourd'hui à la Goutte d'Or l'étaient sur le 18e arrondissement, c'est une bonne partie de la butte Montmartre qu'il faudrait raser. Il y a ici des gens qui sont là depuis une famille depuis 1862. C'est donc la 4e génération. Et c'est une personne qui habite au 36 rue de la Goutte d'Or qui s'appelle Mademoiselle Sénéchal et qui me parle du quartier. Il y a Nabi Ahmed, le boucher de la rue de Chartres. Il y a ici Ibtaten, monsieur Ibtaten, 84 boulevard de la Chapelle, en France depuis 1923. Boulevard de la Chapelle depuis 1954 où je suis domiciliée. Je suis complètement contre le projet de démolition de mon établissement. Toutes les normes sont respectées. Je suis un ancien combattant, décoré de la Croix de guerre, etc. Pour me déménager, je vous demanderai de me tuer avant démolition. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Pas du tout, vraiment pas. Dans ce quartier-là? Pas du tout. On n'est pas du tout en sécurité, on peut à peine sortir. Enfin, moi je sors, mais pas dans le quartier. On doit être accompagné, on doit... Tu m'as dit tout à l'heure que tu pouvais pas. Tu étais obligé de rentrer avant 8 h. Monsieur, pourquoi tu fais ça? Oui, franchement, je suis obligée d'entrer avant 8 h ou alors je me fasse accompagner parce que sinon, même quand je passe à la Goutte d'Or, je me fais agresser. C'est dingue, c'est pas possible. Franchement. Et vous avez entendu parler du trafic de drogue, là? Oh oui, moi j'en vois pratiquement tous les jours, à chaque moment de la journée. Là où j'habite, il y a une petite cour et dans la cour, je suis témoin des trucs qui se passent. Ou alors ils nous en proposent ou ils nous en demandent, t'as pas de l'herbe ou des choses pareilles à chaque fois qu'on rentre ou qu'on sort. C'est Chicago pour les gens qui passent, pour les gens qui n'y habitent pas, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vous avez la drogue qui se vend sans aucun problème, etc. Hein. Vous avez des voleurs à la tire, tout le monde les connaît, c'est toujours les mêmes, tout le monde le sait. Mais la police tolère, c'est un abcès de fixation, ils laissent faire ici. Parce que pourquoi? Si les immigrés ne peuvent pas dormir la nuit parce qu'il y a des jeux de bonneto et tout ça jusqu'à 3 h du matin, on n'en a rien à foutre. Hein? Si un arabe téléphone à la police, monsieur, il y a du tapage nocturne, on lui rit à la figure. C'est du racisme. Cette façon-là de laisser faire la pègre ici. On ne tolérerait dans aucun quartier, on ne tolérerait ce qui se passe ici. Et ça, c'est au détriment des habitants. Habitants, français et immigrés, tous ensemble. Hein? Parce que les habitants sont déjà allés voir M. Jospin, ensemble. Ils sont allés au commissariat du 18e. Ils ont demandé des comptes à la police. Rien, zéro, nul. Les patrouilles de police, des CRS, là, ça vous rassure ou ça vous ennuie? Moi, ça me rassure parfois, mais parfois eux-mêmes, ils sont là, ils sont pour rien. En fait, en général, ils sont là, ils sont rien. C'est-à-dire, plus. En fait, les trafics de drogue, tout ça, ça se passe devant eux, ils disent rien. Bon, non, enfin, ils sont peut-être là, mais... ou alors ils sont là, mais pas quand il faut. Voilà. Ils sont pas là au bon moment, quand ça se passe, quand nous, on est agressés, on les appelle, non, ils sont pas là. Ça vous est arrivé d'être agressé? Ah oui, plusieurs fois. Le changement de pouvoir ici, le fait que Jospin soit arrivé, n'a strictement rien changé. La police a continué la même chose. On a des preuves comme quoi la police ici ne fait rien,
Et si elle ne fait rien, c'est pour des raisons bien précises. Pour moi, c'est le début du bulldozer de Chirac. Et Chirac, et qui laisse, hein, parce que l'État socialiste et M. Chirac sont parfaitement alliés sur le dos des habitants. Un monde en crise, déteint sur tout et partout. Eh bien, il a frappé ici comme ailleurs. Non, pas comme ailleurs. Peut-être plus fort encore. Cet homme courait dans tous les sens. On lui avait volé tout son argent. Je le regardais passer et repasser, courant en tous sens, pleurant désespéré. J'étais muet, me sentant inutile. J'ai quand même demandé à mon caméraman de le filmer. Je crois que ce qui m'a choqué le plus, c'est que personne ne bougeait, comme moi, impuissant. Il paraît qu'ici, c'est courant. Il ne faut pas s'en étonner. C'est ce qu'on m'a dit. C'est l'endroit le plus mauvais endroit de Paris. En fait, c'est là où il n'y a que des drogués et des prostituées. Mais en fait, il y a des gens aussi qui sont bien. Il ne faut pas en fait généraliser. Il y a aussi un rapport du préfet de police que vous pouvez demander à la préfecture sur la délinquance dans le quartier. Le taux de délinquance n'est pas plus élevé qu'ailleurs. Mais c'est moi qui foute le bordel, c'est toujours la police qui fout le bordel. Et je n'ai pas peur de le dire, bah voilà. Je n'ai pas peur de le dire. C'est eux qui foutent le bordel, les CRS, voilà. Hein, de la police, c'est inadmissible, c'est un scandale qu'ils font. Ils entretiennent le mythe de l'arabe délinquant et des marchands de drogue. Oh, il faut rien, toujours. Hein. Ils s'occupent pas. Ben, c'est comme l'autre fois, là, ils sont rentrés dans des ambars, les CRS. Ils n'ont pas le droit de rentrer des ambars, les CRS. C'est pas eux de faire le truc. C'est la brigade de stupéfiants de faire le nécessaire. C'est pas eux. Ben, par exemple, on m'a demandé des papiers à moi, des CRS dans le bar. Ils n'ont pas le droit de rentrer. Première des choses. Et en plus, c'est un brigadier qui est rentré bourré. Pour moi, c'est des babins, c'est des rigolos. Et je n'ai pas de dire. Je n'ai pas peur de le dire. Hein. Voilà, c'est tout. Ils vont chercher les grosses têtes là-bas. Mais qui viennent nous casser le pied ici, qu'ils aillent ailleurs là-bas. Qui va à l'Opéra, la Madeleine, Châtelet. Mais c'est pas là. À Barbès, ils ne vont pas trouver les grosses têtes. Ils vont chercher les mecs qui vont pour se calmer, le pauvre. Hein, bon, sinon, pour oublier le chômage, il n'y a pas de travail, l'autre, il n'a pas de domicile, il n'a pas de... C'est un scandale qui va ailleurs. Moi, j'en sais rien. J'ai là un témoignage que je vais vous lire. Je suis une femme, blonde, blanche. J'habite depuis 3 ans rue de la Goutte d'Or et j'ose sortir seule dans la rue. Et on m'a mis la main au cul, aux Champs-Élysées, boulevard Saint-Germain, dans le métro, ailleurs. Encore une légende qui tombe. Tondu Brigitte, 55 rue de la Goutte d'Or. J'aime bien le quartier et je n'ai pas peur de le dire. Vive Barbès, c'est tout. Ça s'arrête là. Je voulais commencer mon reportage en tapant haut. Jean-Pierre Bloch, conseiller municipal du 18e arrondissement, me semblait le mieux approprié pour parler d'un univers qu'il connaissait, semble-t-il, parfaitement bien. La première fois où j'étais candidat en 73 et que je suis arrivé dans ce quartier, j'étais totalement effaré. Mais j'ai été pris par ce quartier, parce que je crois que ce quartier, on l'aime pas. Et moi, j'aime ce quartier, parce que c'est un quartier vivant, c'est un quartier devant des réalités humaines. Hein. Faut savoir que ce quartier, quand on voit aujourd'hui ce qui s'y passe, c'est le quart-monde à 10 minutes de l'Étoile. Tenez, regardez sur votre gauche, vous avez les prostituées. Voilà. Vous avez les maisons d'abattage fermées et vous avez les prostituées qui sont là. Regardez. C'est vous qui avez fermé les bordels? Oui, j'ai fait fermer les bordels, bien sûr. Quelle année? Entre 78 et 80. Vous voyez, à droite et à gauche, qui est fermé, c'était des bordels. Et ça aussi, c'était des bordels. On va s'arrêter là, que vous allez me raconter l'historique de ces bordels que vous avez fait. Voilà, le 37, c'était un des derniers bordels qui était fermé. Il faut savoir que la rue de la Charbonnière a été une rue plus que chaude dans ce quartier. Il y avait ce bordel, il y en avait 1, 2, 3, il y avait 5 bordels dans la rue. Il faut savoir que les femmes à l'époque faisaient entre 80 et 120 passes par jour. Alors bon, nous on ne peut pas très bien se rendre compte, mais il faut demander aux femmes ce qui se passe. Alors que la prostitution qui était là, c'était des filles qui étaient en punition, qui venaient de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, de Toulouse, et qui étaient mises en punition dans les bordels de la Goutte d'Or. Souvenez-vous de l'affaire Grenoble, c'était tout à fait pareil. Donc ici, en tant qu'élu à l'époque, je ne pouvais pas accepter ça. Et il n'était pas acceptable que dans Paris, l'abattage le plus sordide exerce. Donc j'ai mené une bataille grâce au ministre de l'Intérieur de l'époque, Christian Bonnet, j'ai mené une bataille pour faire fermer tous ces bordels. Donc ça a été une bataille difficile parce qu'il y avait de tels intérêts convergents. Il faut savoir que le chiffre d'affaires estimatif à l'époque était de 40 milliards de centimes sur l'ensemble des bordels de la Goutte d'Or. Combien de filles travaillaient avant? En moyenne, sur la Goutte d'Or, il y avait 800 filles
qui travaillaient. Et il faut savoir que les filles, c'était 24 heures sur 24 heures. Hein. Donc c'était les 3 x 8, quoi, si on peut s'exprimer ainsi. Et que les filles, c'était affiché. Vous voyez, vous aviez une pancarte comme ça, 30 francs la femme, affiché. Et vous aviez un souteneur à l'extérieur. Et les gars passaient les uns derrière les autres et faisaient la queue pour rentrer à l'intérieur. Il faut savoir que les filles qui passaient 6 mois à la Goutte d'Or prenaient 10 ans, 15 ans d'âge. Parce que 120 passes par jour, le week-end, il faut voir dans quel état étaient les femmes après. Avec une complicité fantastique, une lâcheté de tout le monde. Ben, je ne suis pas un lâche et j'ai considéré que mon devoir était de m'attaquer à ce problème. Comme aujourd'hui, mon devoir est de m'attaquer à la réhabilitation et à la rénovation de ce quartier. Bloch a fermé les bordels, oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que Bloch, du temps où il était là, il a fait retaper le 9 rue de la Goutte d'Or et le 12, 14 rue de la Charbonnière. Aujourd'hui, Monsieur Bloch est d'accord pour démolir tout ce qui est autour. C'est fantastique, non ? Dans le plan de réhabilitation de Goutte d'Or, il y aura un certain nombre d'immeubles qui vont tomber parce que ça coûtera trop cher à la ville de Paris de les réhabiliter, qui sont totalement pourris et qu'il n'est pas question de pouvoir refaire ces immeubles d'une manière décente. Ce qu'on veut faire, il n'est pas question de virer, je dis bien de virer les habitants du quartier. Vous avez des Maghrébins qui vivent dans ce quartier depuis plus de 20 ans. Ces gens ont le droit et c'est un devoir pour nous de leur laisser la place dans ce quartier parce qu'ils y vivent, c'est leur quartier, il n'est pas question de les mettre à la porte. Mais toute la fausse bataille, c'est qu'il y a un certain nombre de petits nombres qui ont intérêt que le quartier soit comme il est, c'est-à-dire qu'on exploite un certain nombre de gens, qu'ils soient pourris parce qu'il y aura la prostitution clandestine et les types en vivent, qu'il y aura la drogue, qu'il y aura la revente de bijoux volés, la revente de n'importe quoi, et que tout le monde y retrouve son compte. Alors ça, qui on a contre nous? Les voyous, plus un certain nombre de bonnes âmes qui sont propriétaires d'appartements, de studios totalement dégueulasses, mais qui sont ravis des rentrées financières qui tirent de ces studios. J'ai eu du mal, mais en fouillant bien, j'ai trouvé ce qu'on appelle les marchands de sommeil. Ici, là, pour... 300 francs 300 francs. Je trouve ça un peu cher, quand même. Comment? Je trouve ça Oh cher. non, dis donc, les impôts et tout ça, vous aussi, qu'est-ce que vous voulez, vous? Alors, Et oui, pour 300 francs 20 mètres carrés, cela lui paraît normal. Après tout, elle n'est pas la seule. Il n'y a pas qu'elle dans ce quartier. c'est pas lui que je l'ai loué à l'autre locataire, à l'autre sénégalaise, mais des fois ils sont 4, et là-bas il y a le lit, ici, là, voilà. Et ces gens nous font la guerre. Bien sûr, ils n'ont pas envie qu'on démolisse. Bien sûr, ils veulent que ça continue. Et puis, vous avez une deuxième catégorie de gens qui vous disent on veut démolir, mais quand vous les pouvez à part, bon, c'est très bien, démolissez, mais virez tous les Arabes et les Noirs de ce quartier. Pourquoi virer tous les Arabes et les Noirs de ce quartier? Pourquoi on les mettrait à la porte? Est-ce que vous savez que ça va être démoli, là Je pense pas. Non, mais il y a une bonne partie qui va être démolie, qui va être détruite. Non, mais moi, je pense pas parce qu'il y a aussi un problème. Pourquoi? Il y a des gens qui ont des fonds de commerce. Et ça joue beaucoup sur la balance économique française. Il y a des gens qui ne veulent pas quitter. Ils demandent tant à l'État français pour Barbès, jamais ceci démolit, jamais. Barbès ou bien la Goutte d'Or, ça normalement ça restera toujours. Parce que le démolir, c'est démolir toute la culture. Parce que c'est un truc qui. Le mot Barbès, le mot Goutte d'Or, c'est déjà Goutte d'Or ou bien. C'est un signe de ralliement. Un signe de ralliement dans lequel se retrouve. Explique-moi pourquoi la présence des CRS et des flics, des patrouilles de police sans arrêt ici. C'est-à-dire, il y a beaucoup de plaintes, il y a des gens qui se font voler, c'est-à-dire, la présence des CRS, c'est un mauvais signe. Les gens disent que la Goutte d'Or, c'est un repère de la drogue, c'est un repère de... Parle-moi de ça. Et pourquoi pas on ne dit pas à l'Opéra ou bien à l'Opéra ou bien à Saint-Lazare ou bien dans les autres coins? Pourquoi on dit... Pourquoi d'après toi? Moi justement, je suis contre ces journaux qui disent ça. C'est des accusations qui sont faux. Faux. En France, il y a partout de la drogue. On fait un plan, là. Je vous parle après. Allez, moteur, c'est prêt? On a beaucoup parlé de drogue à la Goutte d'Or, c'est vrai. Alors j'ai essayé d'en acheter. Et j'ai réussi. C'est moi.
Zéro. T'as 20 minutes? Non, 15. T'as pas 20 minutes? Non, j'ai pas 20 minutes. C'est juste ça. Attends, peut-être que j'ai un peu de ma mère. Elle est bonne? Tu se méfies, tu vas voir le résultat. Tu restes avec moi un peu, tu peux savoir. Ouais. Je ne vais pas t'empêcher d'y aller. Tu restes, tu souris, tu comptes un peu. Bah, vous me demandez la cam. Non. Chez moi, en plus, t'as pas confiance, quoi. Bah, si, mais. Ouais. Il y a un paquet déjà de 25, ne la touche pas, elle est à moi. Ok, bah, je la touche pas. J'ai eu la plus grande peur de ma vie quand le dealer que j'ai rencontré m'a demandé de l'attendre. Quand il est revenu au bout de 10 minutes pour savoir si je n'étais pas un flic, il m'a gentiment invité à consommer sur place la dose d'héroïne que je venais de lui acheter. Tiens, ton truc. Tiens. Ah, moi, je voulais pas que tu galères. Hein. Non, mais je veux dire. J'ai ma carte. Bon, allez, salut, mec. Je peux te voir quand? Quand tu veux, tu viens. Si j'ai le temps, je te rends service, comme toujours, avec plaisir. Ok. Tout cela pour prouver qu'il y avait en effet de l'héroïne à la Goutte d'Or. Mais on l'a déjà dit. Ailleurs aussi. Coupe-gorge, la Goutte d'Or? Non. Tranquille, calme. Avec Max, mon assistant, nous avons arpenté pendant ces nuits toutes les rues. De la rue Marcader au boulevard Barbès. Pas de signe étranger par rapport à notre quartier. Sinon que tout était calme, très calme. Tout dormait profondément. Le reportage explosif que j'imaginais de faire me semblait un pétard mouillé. Est-ce que moi aussi l'on ne m'avait pas bourré le mou et que, comme tous les gens de l'extérieur, je ne m'étais pas fait une fausse idée du quartier? Un ami acteur nous attendait ce soir-là. Il était là depuis 2 heures. Il nous raconte ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que je me suis pacifié depuis que celui-là atteindra depuis 1 heure. Mais tu n'as pas idée, les gens ils me proposent du n'importe quoi depuis que celui-là. C'est mon pote, mais dis donc, écoute... Même devant eux? Ah, ben oui, même devant eux, mon pote. Écoutez, est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Mais je dis, mais je comprends pas, je cherche des amis et je sais pas quand est-ce qu'ils vont venir. Ouais, mon pote, l'autre, il dit, et tu sais pas, parce que lui, il connaît pas les gentlemen à leur goût. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mon pote, écoute, ça te dit pas, hein, j'ai une américaine ici, si tu veux. Tu te rends compte? Je dis, mais je suis pas venu chercher de femme. L'autre, il m'appelle, ben, moi j'ai une française, c'est pas cher, ou bien une sénégalaise, tu veux? Il t'a proposé de la cam aussi? Mais tout de suite, ça sort. Dès que je demande quelqu'un, eh ben, où tu n'as pas vu des gens avec des caméras, je cherche Daniel Duval, mon pote, il m'a fixé rencard ici, mais les gens ils sont complètement bouclés. Tout ce que tu demandes, c'est sortir le hashish ou bien un truc de poudre, ou bien on te propose du n'importe quoi. Je me demande comment... Mais t'as pas trouvé trop bien sapé, non? Ah, c'est pour ça, justement, puisqu'ils m'ont trouvé que je suis très bien sapé, c'est pour ça, ils ont cru que... T'as compté les trains qui passaient? Parce qu'ils ont cru que t'avais du fric, quoi. C'est ça. Ah non, mais écoute... il y a moins de 2 ans, je crois que j'aurai à Paris au mois de novembre à 2 ans. Et qu'est-ce que tu penses de la Goutte d'Or? La Goutte d'Or, je pense que c'est très bien. Mais j'ai eu peur à la Goutte d'Or cette fois-ci. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? C'est très bien. C'est très bien parce que c'est très ambiant. Je pense bien que c'est le, si tu veux, c'est le cœur même de Paris. Une fois que la Goutte d'Or, si tu veux, elle est un peu retranchée de Paris, elle ne vit plus. Tu intellectualises pas un peu trop tu intellectualises pas un peu trop parce que toi, comme tu es acteur et tout ça, tu n'as pas un peu trop de recul là-dessus? Non, je dis pas non, pas du tout. Au contraire, je me sens en Afrique quand je suis à la Goutte d'Or. Seulement quand je viens à la Goutte d'Or que je me trouve en Afrique. Ah oui, parce que souvent, ce que j'ai l'habitude de faire en Afrique quand j'étais tout gosse, quand je viens à la Goutte d'Or, je retrouve ça. Ouais. Oui, et les gens avec les pièces, ils font ça et puis ils jouent. Nous, tu te rappelles la petite boutique que tu m'as dit? Ça me rappelle l'Afrique. Hein? Exactement. Bon, alors là aussi... Tu as trouvé ce bâton ça, pour les... voilà, qu'on appelle dans ma langue en africain, gbessé. C'est un truc que les Africains utilisent à la place de la brosse à dents et puis les pâtes dentifrice. Tu vois? C'est le seul endroit à Paris. C'est le seul endroit à Paris que j'ai pu trouver. Tu vivras à la Goutte d'Or? Oui, pourquoi pas. Je vivrai à la Goutte d'Or si les flics laissaient les gens tranquilles. Un soir, j'ai rencontré un voyou.
Je lui avais demandé de me décrire le quartier. Il m'a parlé comme en morse. Eh ben, c'est un quartier sur... Peut-être que mes questions pour lui, c'était peut-être aussi du morse. C'est emmerdé. Tu aimes ce quartier, quoi? Mais j'adore, je suis né. Mais j'ai vu ses origines, j'ai vu... Moi, je suis un gosse de la rue. Moi, je suis pas du 16e ou du 17e. Moi, je me contente du peu. Et toi, tu viens ici faire un reportage, pourquoi? T'es un fils de la rue. Je vais essayer de comprendre. T'es immigré. Ici, ils ont voulu mettre ghetto, tout ça, et Harlem. Ça n'a pas marché. Mais ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que c'est pas un ghetto. Regarde. Depuis tout à l'heure, ils sont là. Est-ce qu'ils les ont égorgés? J'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de noirs. Hein. C'est normal. Pourquoi? Parce que Mitterrand, il est là. Pourquoi? C'est normal. Ils sont tous français. Parce que les noirs sont des Antillais, par exemple. Ils sont français et que les Arabes sont pas français, c'est ça? Voilà. Il faut savoir qu'aux dernières élections européennes, il y a eu 20% de gens dans le quartier qui ont voté Le Pen. Il y a une espèce de confusion fantastique des Français et des Algériens, des musulmans français, parce qu'il y a beaucoup de musulmans français dans ce quartier. Il y a un certain nombre de gens qui font la confusion complète en disant ils mettent Chirac, la police, tout le monde dans le même paquet. Il faut savoir que le même Paris n'a pas de pouvoir de police. Donc si le maire de Paris avait un pouvoir de police, on n'en serait pas là. La police, elle fait son métier. Elle arrête un certain nombre de gens qui revendent de la drogue, elle arrête les voyous. Lorsque l'on ne connaît pas un endroit et que tout ce qui s'y passe est souterrain, le meilleur moyen, je crois, c'est les forces de l'ordre. En les accompagnant peut-être là, alors allons-y. Rue Condorcet, il y aura une personne agressée sur la voie publique. Enfin, on suppose agressée. Ça va, c'est une grenade. Intercepté la 215. 215, c'est une meuf, 215. Vous habitez où? Hein? 93 à venir au Nero, là, c'est marqué là. Vous levez, s'il vous plaît? Interdit, ça. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Parce que je n'allais pas prendre votre portefeuille. Si vous me ramenez comme ça, j'aurais payé ça. Pardon? J'ai vu que mon monsieur a eu, j'aurais payé ça. Oui, alors 31 rue de Maubeuge, dans la cour de l'immeuble des appels au secours. Ah, je refais comme jardin. Moi, de toute manière, ce gars-là, je vais le foutre en l'air. Il y en a marre. J'en ai ras-le-bol de ce mec-là. Ça fait jusqu'à 2 heures du matin. Moi, je vais le faire descendre ici. Que ça soit par Ricus, il va se faire casser la gueule, ce mec-là. Non, non, ce gars-là, il va se faire casser la gueule. Allez, madame, essayez de le calmer, votre mari. Non, écoutez, moi, je l'aurais dit. Bon, allez, Ordez, vous calmez tout ça, hein. Ben non, il faut calmer aussi un mois, sinon on va jamais s'en sortir. Non, décidément, c'est comme ailleurs. Les querelles entre voisins. Tiens, mais là, pas d'Africains, ni du Nord, ni du Sud.
vient d'arriver ici. Vous avez vu quelqu'un rentrer à l'intérieur? En ce moment, non, mais des fois, il était passé de ce côté, il s'en va de l'autre côté, là. Il y a une cour? Là, il descend par la cour et il va de l'autre côté. Où c'est qu'il est monté? C'est bon. Mais on ouvrir la porte là-bas? La porte de l'appartement, tu peux l'ouvrir? Rue Blondel pour un différent qui opposait soi-disant des prostituées avec des gars. Alors deux blessés légers là parce que certainement ils ont foutu un peu le foutoir dans la rue là. Donc. C'est pas permis ça. C'est pas permis. Tu me frappes avec les mains attachées, c'est pas permis. J'enlèverai tout à l'heure. C'est ça, oui. pas plus chaud. Ouais, ils sont là. Non, il y a une carte. Je t'ai rien fait, tu m'as frappé gratuitement. Pourquoi? Ça rime à quoi? C'est tout simple de dire voilà, vous êtes en infraction, bah, je me soumets. Je suis en infraction, je me soumets. Je me soumets. Je me soumets, je sais que je risque pas grand chose pour consommation de shit ou d'herbe. Je sais que je risque rien. Ça arrive à tout le monde de fumer un joint. Ça arrive à tout le monde. Mais oui, ça arrive à tout le monde par l'époque. Moi, j'ai mon professeur de maths, c'est un professeur de docteur en mathématiques. C'est un professeur mondialement connu. La première chose qu'il fait quand il se réveille, c'est fumer une pipe de shit pur. Tu vois? Tu le connais pas. T'as pas les moyens de le connaître. J'ai pas les moyens. T'as pas les moyens dans la tête de le connaître. Et t'as même pas les moyens dans la tête de le suivre. Moi, je peux te donner des cours de tout ce que tu veux, tu vois. Je suis docteur en physique. Docteur en physique, moi, oui. Docteur en physique, oui. Oui. Ça te paraît peut-être illogique. Oui, oui, c'est illogique. Eh oui, c'est illogique. C'est illogique pour toi qui es flic. Donc la police fait son métier, elle les arrête, mais derrière la justice ne suit pas. Alors quand on dit que la justice ne suit pas, il va y avoir un certain nombre de gens qui vont commencer à hurler en disant, crier au fascisme, en disant idéologie sécuritaire, c'est pas vrai. Il y a une réalité dans ce quartier de l'insécurité. Il n'est pas tolérable aujourd'hui de voir que dans ce quartier on tue, on agresse les gens du 3e âge, on viole. Coup de couteau, tu sais. J'ai fini le gars, il est parti vers où? Il est parti vers où? Où est-ce qu'il est? C'est qu'il est parti. Je vais aller en café par là, en magasin. Il y a longtemps? Oui, c'est pas longtemps, ça fait de... Mais c'est dans le café que ça s'est passé? Non, c'était dehors, là. Dehors? Bon, allez monter dans le car, on va vous emmener à l'hôpital. Vous voulez pas venir là-bas? Ah, si vous voulez, mais... On va faire des visites. Bon, alors montez. Où est-ce qu'il est, votre café? Loin? Manu, on va voir... Va d'abord soigner ta main. Bon, montez dans le car, on va voir. Bon, on va essayer d'aller voir si vous allez voir son café, là. Ah. J'ai le moral à zéro. Cette nuit-là, il est tard, rien ne s'est passé. Max, parti en quête, revient lui aussi désemparé. Tout reste extrêmement hermétique et impossible à la réalisation d'un reportage traditionnel. Il faut pourtant continuer puisqu'on en a commencé. On s'était juré, Max et moi, d'aller au fond des choses et de les faire comprendre. C'était notre but. Alors peut-être qu'en assistant un peu... J'ai senti qu'il y avait des types là, qui rôdaient. Est-ce que c'est les mecs d'hier soir? Est-ce que c'est les types d'hier soir qui nous cherchent encore? Moi j'ai senti que il y avait vachement de tension, quoi. C'est pas... je sais pas si on a besoin encore à travailler ici, parce que j'ai senti que, je sais pas, ils étaient pas coopérants ce soir. C'est chaud. Hein? C'est chaud. Et alors il y a un truc qui est très curieux, c'est qu'on est samedi soir.
Mehdi, un jeune Algérien qui connaissait la Goutte d'Or, a bien voulu me parler, très gentiment. Mais comme les autres, il détournait volontairement les questions trop embarrassantes. Ici, on ne veut pas parler. Ici, on n'a rien à dire. Cette nuit-là, j'ai rencontré d'autres types que je n'avais jamais vus. Des militants politiques. Ils me parlaient de l'Algérie plus libre. Après quelques palabres, ils acceptèrent d'être filmés. Et pourtant, ils risquent gros. Il y a des mecs qui passent tout de suite derrière, les mecs. Les mecs à Chadli. Les mecs à Chadli. Ils passent derrière les armes. Ouais. Militaire, sécurité militaire. L'amicale. L'amicale des Algériens en France, ça sonne bien, hein, l'amicale. Hein. Tu vois les pourrixés. Tu vois les pourrixés. Regarde qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Nous, on cherche la démocratie chez nous et nous voulons que tous les Algériens reviennent en Algérie. Regarde qu'est-ce qu'ils font. Ça, c'est le gouvernement à nous, ça. Français et émigrés, luttons ensemble contre le racisme. Bon, ça, le racisme, ça n'existera toujours. Ça fait 132 ans que ça existe. Et pour le droit à la différence. Nous, on veut pas de différence, nous. Nous, on veut rentrer chez nous. On veut pas de différence avec les Français. On veut rentrer chez nous, c'est tout. C'est marrant, moi j'ai fait... Nous, on vient ici à Barbès parce que ici, ils viennent du Nord, ils viennent de toutes les grandes banlieues, ils viennent de tout. De tout. Barbès, ici, c'est Oran, c'est Alger, c'est... Eux aussi m'ont prévenu que personne ne parlerait. Parce que les commerces valent un prix d'or. Eux aussi m'ont vaguement parlé de spéculation. Mais eux, comme les autres, les explications n'étaient pas très définies. Militantes, principalement. Je dirais même uniquement. On s'en projette. C'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. On est habitué ici et tout, on aime bien, mais faut bouger. Hein. À chacun son pays. C'est rien, hein. Ouais. Le mec là, il va. Surtout quand on discute avec. Il ne faut pas oublier, c'est une dictature. S'il y en a un qui se fait arrêter, ils n'ont pas confiance. Hein. Nous, on n'en est même pas. On en est encore au stade de faire connaissance avec eux. Ils sont terrorisés. Hein. Oui, il y a un phénomène. Il faut savoir que ce quartier a toujours été un quartier d'accueil. Où traditionnellement, depuis avant la guerre, entre les deux guerres, entre 14-18 et 39-44, ça a toujours eu une terre d'accueil pour les gens qui venaient du Maroc, d'Algérie et de Tunisie. Et au moment de la guerre d'Algérie, je crois qu'il y a eu une cassure entre la population française et la population émigrée, parce que bon, c'était un quartier dur où il y a eu... non, on prend un peu plus loin, mais là on va tomber sur la rue Marcadet, au lieu de la vente de drogue. Vous voyez, c'est tout de même assez incroyable. Ça se passe au vu, si vous regardez les jeunes, ils sont venus acheter. C'est dramatique, regardez ça. Regardez-moi tous ces jeunes. C'est dramatique. Donc et à droite. Donc au moment de la guerre d'Algérie, il y a eu la cassure entre la population française et la population émigrée. Parce que la guerre d'Algérie, elle s'est faite aussi dans la Goutte d'Or. C'est un des seuls quartiers de Paris, ou un des rares quartiers de Paris, où il y avait des harkis. Et le soir, vous aviez des patrouilles de harkis. Il y a eu une bataille fantastique d'abord entre le MNA et le FLN, et après entre le FLN et la police française et les harkis. Donc il y a eu une cassure, parce que ce quartier était toujours paisible et que là, il y avait des batailles rangées. Il y avait tous les soirs, on ramassait, plutôt tous les jours, tous les matins, on ramassait des types assassinés. Et il y a eu les réseaux du FLN qui se sont organisés, qui ont totalement racketté les commerçants musulmans. Et il y avait un certain nombre de maisons de passe à l'époque qui étaient des ressources pour le FLN. C'est à quelle époque? Ça, c'est au moment de la guerre d'Algérie, 57, 58, 59, 60, jusqu'au moment de l'indépendance. Après l'indépendance d'Algérie, le quartier est redevenu plus ou moins calme, mais c'est devenu aussi un quartier de haute prostitution. C'est bon, merci. Bonsoir. Identité.
Vous n'avez pas vos papiers? Bon, oh non, allez sûr. Prochaine fois, tâchez de ne pas oublier vos papiers. Il faut savoir que ce quartier a une tradition maghrébine, qu'il y a des commerces maghrébins, des restaurants maghrébins, et que les gens viennent de 100 à 150 km hors de Paris pour faire leurs courses parce qu'ils trouvent des commerces moins chers, retrouvent leurs produits régionaux, et qu'ici ils peuvent acheter un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas acheter ailleurs. Puis ils se retrouvent, c'est le point de rencontre. Quand un type travaille à Lille ou à je ne sais pas quel, à 100 km de Paris, il revient ici, il sait qu'il peut arriver dans la Goutte d'Or, va retrouver un ami, va retrouver un copain, ne va pas être perdu au milieu de Paris. Donc c'est un point de rencontre des Maghrébins. Ce monde m'échappait. J'avais refusé de violer avec ma caméra la liberté de chacun. Malgré ma bonne volonté de faire comprendre et aimer l'univers caché et fascinant de la Goutte d'Or, comment alors aboutir à une cohérence? Il me restait une dernière carte. Banale, je le reconnais. Filmer le folklore outrancier. Je me posais des questions sur eux, surtout sur la vie. Ce milieu, c'est un milieu où, par exemple, tous les Algériens, soit d'Oran, ou bien d'Alger, ou bien chaque vendredi, samedi et dimanche, ils se rencontrent, ils font la musique comme ça pour un peu d'ambiance et tout ça. Parce que dans le milieu français, il n'y a pas ça. Les gens ici, ils viennent, c'est pas pour boire, c'est pour recevoir, de parler du pays, parler du travail, parler des problèmes, parler. Il y a aussi des gens qui aident des gens autant qu'Algériens et tout ça. Et aussi les Marocains, ils fréquentent les Marocains, les Tunisiens fréquentent les Tunisiens. Par exemple, moi, c'est Touareg. C'est Touareg, c'est l'origine de Tamara. C'est là où il était assassiné, le père de Foucault. Moi, bon, c'est un peu intelligent, mais il y a certains gens qui sont illettrés. Par exemple, il peut pas y aller dans une discothèque. Ils ne savent pas que c'est une discothèque. Il n'est pas dans ce milieu. شيخ علي ونادي والمستري وفاطمه والحباب الله يخليه ويبارك لها ويك Pour accepter qu'il passe devant la caméra, j'ai discuté
resté 3 heures avec l'orchestre. Puis on s'est mis d'accord sur un prix. On les a filmés pendant 1 heure comme convenu. Après, le patron nous a jetés dehors. Je me disais que mon film était fini et que je n'avais pas compris grand-chose. J'étais persuadé maintenant que tout avait été grossi, enflé, défiguré et que mon choix sur ce reportage était une erreur. Où était la violence, ici plus qu'ailleurs? Pourtant, cette violence, suspendue comme par un fil, a fini cette nuit-là par me tomber dessus. Appelle le SAMU. Appelle le SAMU. Appelle le chien là-bas. Il est rare en reportage d'arriver 5 minutes après un meurtre. C'était bien pour le film, mais il m'était difficile de m'en réjouir. « 9 mm, Parabellum. Le mec maintenant, vite. Un habitué du quartier qui buvait un verre tranquillement au bar, comme tous les soirs. Une querelle entre 2 joueurs de cartes. Il veut les séparer. Un des joueurs sort son revolver. Il ne finira jamais son demi-de-bière. C'est pas un bandit, je vais pas attaquer une banque quand même, non. Ça arrive. Voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Je suis un peu bourré. Et ben, il y a un mec qui m'a sorti de ma famille. Moi, j'étais vexé. Et ben, j'ai pris un revolver, j'ai tiré sur un autre qui m'a empêché. C'est parti tout seul. Voilà. C'est pas exprès que je l'ai fait, c'est un ami lui aussi. Ça me fait mal au cœur, mais tant que ça arrive. Hein. On peut pouvoir faire autrement. Voilà, rien que ça. Et ben, je me rendais tout seul. Je l'ai fait une connerie, ben, je me rendais tout seul chez le monsieur, là, direct. Ce n'est pas pour moi le mélange multiracial qui fait le danger de ce genre de quartier, mais la concentration d'individus refermés sur eux-mêmes, avec leurs peurs, leurs angoisses, de ceux qui les entourent et qui les regardent souvent injustement, parce qu'ils ne sont pas d'ici et qu'ils sont comme ça, parce que moins que nous. Et demain, c'était ma dernière nuit à la Goutte d'Or. Post-scriptum. D'une lettre écrite au Premier ministre le 16 septembre 1984, Jean-Pierre Bloch déclare « Les habitants de la Goutte d'Or s'estiment aujourd'hui en état de légitime défense. »